Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Switchcraft, une chaîne dédiée à ma passion pour la couture. Et tout d'abord, évidemment, je tiens à vous souhaiter une belle année 2026 à vous toutes et vous tous d'ailleurs. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez pu porter vos cousettes, que ce soit à Noël ou au Nouvel An. C'est vraiment les moments où on aime bien ressortir les pièces phares de notre garde-robe ou des pièces qu'on a cousues 24 heures avant, on se sait. Donc vraiment, j'espère que vous avez pu en profiter pendant cette fin d'année 2025. Bon, on va pas se mentir, ça me fait un petit peu bizarre de revenir après ne rien avoir posté pendant presque un an, parce que la dernière vidéo que j'ai postée c'était en février 2025 et en plus ça concernait une cousette de 2024, donc clairement pour 2025 je n'ai pas du tout été dans les clous, mais c'est pas grave parce que je suis vraiment quand même frustrée de ne pas avoir pris ce temps de faire un petit peu grandir la chaîne, de venir vous partager les cousettes que j'ai pu faire. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de vous monter et de vous montrer ce que j'ai fait, parce que ce qui est en plus trop dommage c'est que j'ai continué à vous filmer un petit peu tout au long de l'année mais que je n'ai pas pris le temps de passer sur le logiciel de montage et de faire mes vidéos. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je me permets de faire une très courte présentation. Je m'appelle Laure et je suis couturière amatrice depuis 2018, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2024, donc il y a un petit peu moins de 2 ans parce que c'était milieu d'année 2024, pour justement vous partager de nombreuses aventures couturesques, donc ce serait bien que je prenne le temps de le faire et oui, de vous partager un petit peu les réussites mais aussi les échecs, enfin tout le cheminement d'un projet couture, enfin de plusieurs projets couture. Et j'avais vraiment envie de m'investir à fond dans ce projet, mais en 2025 je me suis un petit peu laissée aller, j'ai pas autant pris le temps que ce que j'avais commencé à faire pour les montages vidéo et le peu de temps que je trouvais pour monter les vidéos que j'avais filmées, c'était 2-3 mois après avoir cousu le vêtement, et du coup c'était plus du tout dans la saison, dans la saisonnalité où j'avais cousu le vêtement, et je me suis dit que ça intéresserait personne, ce qui est un peu bête comme mentalité, mais on sait que sur les réseaux sociaux ça va vite, donc je me suis dit que ça allait intéresser personne et j'ai commencé à prendre du retard et après j'ai un peu lâché l'affaire. Mais tant pis, j'espère devenir plus régulière à l'avenir et je me relance et puis voilà. Aujourd'hui, j'aimerais donc commencer l'année 2026 sur cette chaîne YouTube en vous présentant 5 cousettes qui ont fait mon année 2025. Et pourquoi je choisis 5 cousettes? Eh bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus, j'ai pas énormément cousu cette année, donc 5 cousettes à vous présenter c'est déjà bien. J'en ai cousu quelques-unes de plus et bon là je vous expliquerai pourquoi je vous présente pas tout, mais il n'y en a pas énormément. Et juste avant de commencer cette rétrospective, je voulais juste un petit peu adresser pourquoi je n'ai pas finalement repris le rythme des vidéos en 2025. Non pas que ce soit une énorme raison, hein, loin de là, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi, et je sais pas si je suis seule à avoir eu ce raisonnement et ces freins en couture. Mais en fait au début de l'année 2025 je me sentais pas très bien dans ma peau parce que j'avais pris un peu de poids comparé au poids que je faisais en 2024 et un petit peu les années précédentes, et du coup au lieu de me consacrer à la couture qui clairement est ma passion, est ce qui m'anime les 3 quarts du temps, eh bien j'ai commencé à vouloir faire du sport en salle pour essayer de retrouver ma ligne d'avant, et spoiler, je ne l'ai jamais retrouvée. Et non mais c'est un peu bête, j'en rigole aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup frustrée et peinée au début de l'année 2025, enfin au début, pendant les 5-6 premiers mois. Et du coup j'ai très peu cousu parce que en fait je m'interdisais des projets. Il était hors de question que je couse des pantalons, des jupes qui n'étaient pas élastiquées, et au départ je voulais même pas entendre parler de jupes élastiquées. Je voulais pas me coudre des combis ou des robes un petit peu fit, bref du coup je m'interdisais plein de projets. Et c'est hyper dommage parce que j'aurais juste pu créer des nouveaux vêtements qui s'adaptent à ma taille, mais j'étais un petit peu têtue et je pensais que j'allais pouvoir retrouver la taille d'avant. Mais bon, j'ai pas non plus envie de faire trop de sacrifices concernant l'alimentation ou le temps consacré au sport, parce qu'il faudrait passer beaucoup de temps, beaucoup de soirées à la salle pour essayer d'obtenir des résultats. Et bon, enfin clairement du coup j'ai décidé là en cette milieu fin d'année 2025 d'arrêter de penser que j'allais retrouver ma ligne d'avant, en tout cas comme ça.
Et du coup je me suis un petit peu plus remise pardon, à la couture. Mais tout de même, voilà, je suis vraiment un peu déçue d'avoir laissé passer cette année pour ces raisons-là. Donc clairement l'objectif 2026 pour moi c'est de prendre du temps pour moi, pour la couture et également d'arrêter de courir après la taille parfaite. Il n'y aura pas de taille parfaite et au lieu de vouloir m'adapter à mes anciens vêtements, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait la frustration de plus pouvoir mettre des vêtements que j'ai passé du temps à coudre et que j'affectionnais beaucoup. Je pense que je suis très attachée à mes vêtements, enfin les vêtements que j'ai cousus moi-même et du coup ça m'a fait un pincement au cœur et j'ai vraiment espéré re-rentrer dans des anciens pantalons que j'avais fait, dans des tissus atelier brunette, tout ça, enfin... Vous connaissez, hein, l'atelier brunette c'est un petit peu cher quand même, donc on essaye de rentabiliser normalement ce genre de couture. Et là, voilà, c'est des projets comme ça qui m'ont fait un petit pincement au cœur. Mais tant pis, en 2026, je vais essayer d'adapter ce que je couds à moi et pas à l'inverse. Donc voilà pour la petite explication. Et maintenant, trêve de blabla, on va passer à la rétrospective des 5 cousettes. La deuxième chose que je me suis cousue en 2025, et oui la deuxième parce que la première c'était un t-shirt de sport des plus basiques que je porte très régulièrement mais qui n'a pas vraiment sa place dans ce bilan couture. Donc la deuxième cousette que j'ai créée en 2025 c'est cette blouse, c'est la blouse Armance de Méthode Mathilde. Je l'adore, je suis très contente de cette cousette et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la blouse Armance c'est un patron de Méthode Mathilde qui est une superbe créatrice déjà qui soigne énormément, je trouve sa DA avec ses photos, ses vidéos, elle met un petit mood, une petite ambiance vraiment vintage et assez romantique et j'adore son travail. C'est le premier patron que je teste d'elle et on peut dire que c'est une réussite, même si ça n'a pas été sans encombre. Au niveau du tissu, j'ai du coup utilisé cette broderie anglaise en coton blanche. C'est un tissu que j'avais depuis 2020 je crois dans mes placards et jusqu'à l'année dernière j'avais pas trouvé le projet qui conviendrait. Et en fait sur Instagram, peut-être milieu ou fin d'année 2023, je sais plus, je suis tombée sur une femme qui a cousu la blouse Armance dans un tissu en broderie anglaise, donc typiquement ce genre de rendu. Et du coup ça m'est paru comme une évidence et j'ai trop voulu piquer l'inspiration, désolée. Et en plus je retrouve plus la photo Instagram donc je peux pas vous citer la personne, donc je me demande si elle l'a pas supprimée parce que j'étais sûre de l'avoir enregistrée, mais vraiment sûre. Je crois que j'ai montré à ma soeur, à ma mère pour leur un petit peu montrer ce que j'envisageais et du coup j'arrive pas à retrouver la photo, donc désolée à la créatrice parce que je peux pas la citer, mais en tout cas voilà, je ne prends pas de crédit, ce n'est pas ma vision, enfin mon inspiration d'avoir voulu associer la blouse Armance à de la broderie anglaise, mais ma foi je suis très contente qu'elle m'ait ouvert les yeux parce que je trouve que le coupon du coup a été parfaitement utilisé. Enfin c'était le projet parfait pour l'utiliser. Au niveau calcul, tissu, patron, alors je pourrais pas vous faire le prix de revient et le coût total de chaque cousette dans cette vidéo parce qu'il y a des prix que j'ai totalement oubliés et dont j'ai aucune trace, mais pour celle-là je peux vous dire que la broderie anglaise, quand je l'ai achetée à Tissu du Renard, mais bon ça vous en trouvez un petit peu partout, je l'avais payé je crois 12,90€ du mètre, j'en avais pris 2 mètres parce que j'étais pas encore sûre de si j'allais faire une robe ou une blouse et au final j'ai utilisé quasi tous les 2 mètres, mais parce que je me suis plantée un petit peu dans la confection et que j'ai dû recouper les pièces de la basque. Parce que parlons un petit peu du projet. Donc c'est une blouse cache-cœur avec du coup une petite basque qui n'est pas censée être aussi grande que ça et des manches qui ont un petit peu de volume mais pas non plus trop bouffant, qui ont oui un petit peu de volume quand même et des magnifiques poignées à volant comme ça. Normalement il y a même une vraie boutonnière au poignet de manche, mais à l'époque où j'ai cousu la blouse Armance, je n'avais pas encore changé de machine à coudre parce que j'ai changé de machine à coudre et je cousais encore sur la Silvercrest, et en plus de ça c'est de la broderie anglaise, il y a des trous un petit peu partout et du coup j'ai pas voulu risquer de faire des boutonnières
Peut-être que ça serait mieux passé sur ma nouvelle machine, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, j'ai vraiment calculé le bracelet de manche pour que je puisse quand même rentrer et enlever mon poignet facilement. Et j'ai rajouté un petit bouton décoratif. Mais voilà pour la présentation du modèle. Le patron d'ailleurs était en PDF au prix de 16 €, je crois. Attendez, j'ai pris des notes. Oui, voilà, c'est ça, 16 € en PDF. Et depuis, il y a quelques mois de ça, Méthode Mathilde, enfin Mathilde, la créatrice, a sorti des patrons pochettes. Donc elle n'a pas tout sorti dans sa collection, elle en a sorti pas mal et peut-être que la blouse slash robe Armance en fait partie. Donc après, ce ne sera pas au prix de 16 €, mais au moins vous n'aurez pas tout l'assemblage et le décalcage à faire. Donc 25,80 € pour le tissu parce qu'il y en avait 2 mètres, 16 € et enfin, allez on va dire 1 € par bouton. Je sais plus exactement mais ça ne devait pas être beaucoup plus. Donc au total, qu'est-ce que j'ai noté? 43,80 € le projet, sans compter l'heure, enfin les heures passées, tout ça. Mais 43,80 € pour un coût total, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Évidemment, on aimerait que ce soit moins, mais au final, la blouse est quand même très bien construite et les finitions bien pensées. Vraiment, vous avez de très belles finitions avec Mathilde. Et du coup, vraiment, allez-y les yeux fermés. Ou presque, parce qu'il faut savoir que donc ces patrons sont pensés comme la plupart des patrons pour des statures 1m68 ou 1m70, je ne sais plus exactement, mais ça tourne autour de ça et je suis loin de les faire. Je fais 20 cm de moins à peu près, je fais 1m52 et du coup j'ai eu des petites péripéties au niveau de la stature du haut, enfin de la blouse et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dû recouper dans du tissu pour me faire des pièces. Bon, je viens d'essayer pour la première fois la blouse Armance et malheureusement elle est trop large pour moi. Là dites-vous hein, que j'ai ceinturé, alors elle n'est pas encore doublée, il n'y a pas encore les basques mais et j'ai pas encore mis les manches, mais en fait heureusement parce que je me rends compte que là ça va vraiment pas à ma poitrine. Bon, clairement c'est trop large, il y a trop de tissu. Et donc la seule solution qui me vient en tête pour l'instant, c'est de reprendre aux épaules. D'enlever de la matière à partir des épaules pour voilà, avoir moins cet effet qui baille et que ça se plaque de façon plus gracieuse. Parce que là vraiment c'est ni fait ni à faire. Donc je vais retourner l'ouvrage et je vais, vous savez, pincer sur moi et épingler pour essayer de voir au plus près ce que je peux enlever en termes de tissu à la couture épaule. On poursuit en images avec quelques archives vidéo de la confection de la blouse. Évidemment, après l'échec du premier essayage, vous me voyez effectuer des marquages et des coudres, mais ça c'est le jeu. J'en profite pour préciser que la blouse est doublée, donc je l'ai doublée en voile de coton, et heureusement j'ai envie de dire, vu que c'est de la broderie anglaise. Dire que je me voyais déjà faire un débardeur dans les chutes de tissu que j'avais, sauf que, comme vous le savez, j'ai dû reprendre les basques parce que finalement le rendu était trop court sur moi. Ça fait 26 minutes que j'ai appuyé sur play pour enregistrer la partie où je retourne les ceintures et j'en ai retourné qu'une sur les deux. 25 minutes. J'en peux plus. Allez, je vous remets la musique calme, d'autant plus que c'est le moment où j'arrive enfin à retourner la ceinture. Il m'aura juste fallu 35 minutes de mon temps, mais on relativise. Nous voilà déjà à la dernière étape de confection, c'est-à-dire les points à la main pour refermer la ceinture à l'intérieur du vêtement. Il a fallu également faire la même chose pour les bracelets de manches pour un rendu vraiment très qualitatif.
Et voilà le résultat final. Je vous ai filmé quelques petits plans tranquillement chez moi pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer autrement que juste face caméra. Je trouve qu'il y aurait quand même des modifications à apporter si toutefois un jour je recouds le patron. Donc évidemment tout le petit souci avec la basque, il faudrait que je pense à faire des ajustements de stature pour ne pas que vous voyez que la ceinture et que la partie du haut soit aussi courte. Parce que normalement la ceinture elle est censée commencer à la taille et ma taille elle est là et la ceinture elle est là. Donc il y a quand même un décalage. Donc ça, ce sera la première chose à changer pour se rapprocher du modèle initial. Également, je trouve que la ceinture prévue est trop courte et que le nœud du cou à l'arrière, parce que comme c'est un cache-cœur, on noue par les deux ceintures à l'arrière le vêtement pour ensuite que tout soit maintenu. Et je suis maintenue, il n'y a pas de souci, mais du coup, vraiment, le nœud, il est pas très beau, il est rikiki, et il n'y a pas assez de, je trouve, de pan de ceinture, enfin de longueur de ceinture, et je trouve ça dommage. Bon, en vous listant un petit peu tous les points qu'il y aurait à retravailler, j'avoue que je suis un petit peu découragée pour éventuellement la refaire un jour, mais on sait jamais, donc comme ça, je saurai un petit peu les points de modification à réaliser. Mais je pense que ce sera pas pour tout de suite. J'ai cousu la blouse Armance en avril 2025 et c'était mon deuxième projet seulement. Et le premier c'était un t-shirt. Donc pour vous dire à quel point j'ai vraiment peu cousu en ce début d'année 2025 et j'espère vraiment qu'en 2026 ça va se goupiller beaucoup mieux. Juste avant de passer au deuxième et troisième projet qui nous mèneront déjà à août 2025, je tiens à préciser que je n'ai pas rien cousu de mai à juillet, mais qu'il y avait un grand événement dans ma famille. Ma sœur s'est mariée en juillet 2025 et donc évidemment il fallait que je couse ma robe et j'ai aussi tenu à coudre celle de ma maman parce qu'elle savait pas du tout quoi choisir et que on avait discuté. C'est pas qu'elle m'a demandé, mais bref, c'est suite à une discussion, on a décidé que j'allais lui faire sa robe et du coup je me suis mis énormément de pression et j'ai beaucoup travaillé sur son projet particulièrement, enfin le projet pour ma maman. Parce que je voulais vraiment pas rater sa robe. Et puis après, une semaine avant le mariage de ma sœur, j'ai enfin pris le temps pour me coudre ma propre robe. C'était très chaotique, mais je suis super contente du résultat. Et voilà, je fais une parenthèse parce que j'ai filmé l'entièreté du processus, mais là pour le coup, je tiens à faire ces vidéos en bonne et due forme, à consacrer vraiment 2 vidéos pour ça. Ou au moins une pour présenter les deux, ce sera peut-être 2 vidéos, une pour chaque robe. Et pour le coup, je tiens vraiment à attendre le bon timing. Ce sont des robes d'été pour des mariages printemps-été. Et j'ai pas envie de vous présenter ça en plein hiver parce que je suis enfin motivée à reposter. Non, ça va pas se passer comme ça. Je préfère bien prendre le temps de les monter et aussi leur donner une chance à ces vidéos, qu'elles soient dans la bonne temporalité on va dire, et du coup je les posterai quand la saison des mariages printemps-été reprendra ou un petit peu avant pour donner des inspirations parce que c'est 2 modèles de robes que je peux que recommander, donc voilà, mais je le ferai plus tard, donc je garde encore le suspense, je n'en parle pas dans cette vidéo, mais c'est 2 projets qui m'ont vraiment tenu en haleine pendant bien 3 mois de ma vie, et ces 2 projets qui étaient très importants pour moi et qui ont été une réussite à la fin, donc j'en suis très contente, mais voilà, j'en dis pas plus et on se retrouvera dans quelques mois pour en reparler. Passons maintenant au deuxième et troisième projet de la vidéo qui sont en fait une jupe élastiquée. Moi qui voulais pas en coudre, j'ai fini par en coudre une jupe élastiquée à 3 étages. C'est des jupes que je voyais de plus en plus dans le commerce et aussi sur des personnes, voilà, quand je me baladais cet été. J'ai là aussi choisi un tissu que j'avais depuis 2020, là aussi acheté à Tissu du Renard. C'était un voile de coton fleuri, principalement blanc, mais avec des petites fleurs roses. J'en avais je crois 2 mètres là aussi de ce coupon et du coup au final je m'en suis bien sortie en découpant mon tissu et j'avais de quoi me faire un débardeur qui allait avec la jupe, donc c'est pour ça que je vous parle de 2 pièces en un tissu. C'est l'ensemble débardeur jupe.
Voilà à nouveau quelques images de couture. Je sais, ça nous sort un petit peu du format de bilan couture traditionnel, mais j'avais tellement filmé de plans que je trouvais ça dommage finalement de ne pas les utiliser. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Pour ce qui est de la jupe à 3 étages, rien de très compliqué. Vous avez 3 rectangles de longueur et largeur différentes en fonction des mesures que vous souhaitez. Et il faudra d'abord les assembler, puis les froncer en haut du rectangle pour que ces derniers s'adaptent soit à la ceinture, soit aux 2 autres rectangles. Nous voilà enfin au moment de poser l'élastique, donc comme vous le voyez, je suis en train de l'épingler tout simplement à la ceinture, sauf que c'est vraiment galère et donc à ce moment-là, je demande de l'aide. Tu peux mettre ton doigt de là à là, s'il te plaît? En vrai, je fais très peu de ceinture élastiquée, donc je ne suis pas souvent confrontée au problème, mais vraiment là, je voyais pas comment faire toute seule, donc j'avoue que mon copain m'a gentiment aidée pour cette étape. T'es au max? Je suis au max. Tu vas le coudre en étant giga tendu? Oui. À ce stade, j'envoyais le bout de cette jupe et il me restait plus que l'ourlet mouchoir à faire. Il était donc temps de passer à la confection du débardeur qui allait finir cet ensemble. Pour le patron, je suis donc partie sur le débardeur Mahina d'Apolline Patterns, un très bon patron avec une vidéo explicative, un livret très bien conçu. Bref, un patron de qualité, mais s'il vous plaît, faites une toile. Vous allez voir pourquoi. Premier essayage du débardeur et franchement je suis hyper déçue, genre il n'y a pas grand chose qui va, enfin c'est surtout au niveau du devant. Je vais vous expliquer, donc premièrement les bretelles, j'ai l'impression qu'elles vont tomber incessamment sous peu, donc ça c'est vraiment pas top. En fait quand je regarde comme ça, debout, sans trop bouger, ça va, c'est joli. Je vais vous montrer le dos quand même parce que tout n'est pas raté. Je trouve que le dos est réussi, je peux même le nouer. Bon là je l'ai dénoué, mais le lassage, je suis super contente. En fait c'est quand je m'assois, donc là je vais faire le test. Eh bien je sais pas si vous pouvez voir, mais ça baille. Vraiment le décolleté est beaucoup trop ouvert. Je trouve vraiment que ça fait rater, enfin je me vois pas du tout sortir comme ça. Et ça m'énerve, je suis hyper frustrée. Faire un débardeur quand même avec des années d'expérience en couture, ça devrait être super simple. Et je me retrouve encore à galérer à passer des heures. C'est-à-dire que j'ai commencé hier après-midi, on est déjà à presque 14 heures le lendemain, et je sais que je vais passer mon après-midi dessus, donc c'est hyper frustrant. J'ai l'impression vraiment d'être une mauvaise couturière et de... Enfin, je sais que c'est ma passion, mais des fois j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Dans le sens où il y a plein de projets que enfin, je sais pas si j'ai déjà réussi un projet du premier coup. En fait, je suis obligée de passer par plein d'étapes de retouches où je vais pincer sur moi, je vais essayer de modifier le vêtement pour qu'il m'aille. Et des fois, j'aimerais juste pouvoir coudre en une après-midi un petit débardeur, quoi. Enfin, est-ce que c'est trop demandé? Je sais pas. Mais tant pis, hein, je vais pas gâcher ce projet, je vais tout faire pour qu'il puisse m'aller. Bon, malgré ma déception, j'ai fini par m'y remettre, vous inquiétez pas. J'étais juste un petit peu frustrée parce que je savais que ça allait pas avoir le rendu que je voulais au départ. Et ça a été le cas, vous allez voir que ça diffère un petit peu, je trouve, du devant que ça devait être initialement. Mais c'est pas grave, je m'attaque aux finitions. J'avais doublé le vêtement, donc là je regarde un petit peu si la doublure ne dépasse pas. Et je fais en sorte d'épingler ce qui dépasse pour ensuite pouvoir rectifier ça à la machine à coudre. Et voilà le résultat. Une des choses que j'aime particulièrement, c'est ces incrustations de dentelle que j'ai rajoutées, le petit détail qui fait toute la différence.
Bon, je ne sais pas ce que vous pensez du résultat, mais personnellement, je suis vraiment pas fan en fait de l'association débardeur jupe. Et le pire, c'est que je m'en suis rendu compte vraiment à la toute fin, quand j'ai essayé la tenue sur moi. Je saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais je pense que c'est lié au tissu qui est quand même un petit peu bouffant. Le voile de coton, c'est pas aussi fluide et tombant qu'une viscose, et ça garde parfois bien la forme. Et là, je trouve que c'est un peu le cas. Et ça fait un petit côté too much, et limite un peu, vous voyez, robe de chambre, enfin je sais pas, je psychote sûrement, mais je trouve que c'est vraiment pas l'association la plus réussie, même si bah, c'est le même tissu, hein, donc on pourrait penser que tout était fait pour fonctionner, mais clairement je trouve pas. Après, je suis quand même assez contente parce que les deux pièces fonctionnent séparément très bien. Le débardeur, je le porte souvent, enfin je l'ai pas souvent porté cet été, parce qu'il a vite fait frais, hein, donc j'ai cousu ça mi-août et mi-septembre, je commençais déjà à reporter des petits, pas des pulls, mais des petits hauts avec des manches longues. Donc je l'ai pas énormément porté, mais quand je le porte, je sais que je le porte avec des jeans et ça va très bien. Et pour ce qui est de la jupe élastiquée, du coup je la porte souvent avec un débardeur blanc. Je vous en parlerai juste après parce que justement les débardeurs, c'est aussi les débardeurs que j'ai confectionnés cette année. Mais voilà, je la porte avec le débardeur blanc et ça fonctionne très bien. Du coup vous aurez un petit aperçu de ce que ça donne avec le débardeur. Mais quand je vous parlerai de la quatrième pièce. Eh bien justement, passons maintenant à cette quatrième pièce, ou plutôt ces quatrièmes pièces, car j'ai eu l'occasion l'année dernière de me coudre 3 débardeurs, des débardeurs en jersey, donc des basiques, et des débardeurs qui ont l'encolure américaine, donc l'encolure montante. C'est pas col roulé, mais c'est un petit peu l'idée, mais pour des débardeurs d'été. J'ai commencé par m'en coudre un noir, donc vraiment le basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe pour moi, et je le porte super souvent. Je vous ai pas dit quel était le patron, alors attendez, il faut que je regarde mes notes parce que c'est un patron que j'ai trouvé sur Etsy, donc je l'ai pas vraiment en tête. C'est bon, c'est le patron Mock Neck Pattern d'Indie Pattern sur Etsy. À l'époque, j'avais acheté 2 patrons dans sa boutique et j'en avais eu pour 12 €. Et maintenant, j'ai l'impression que le patron seul est vendu à 11 €. Donc clairement, je l'ai acheté je crois en 2023, mais j'ai mis du temps à les coudre. Et du coup, bah, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de les acheter à ce moment-là parce que bah là ils sont quand même un petit peu chers, surtout que franchement les patrons sont pas hyper développés. C'est des patrons en anglais. Après ça c'est pas le problème, mais les dessins techniques, les explications sont pas hyper développés, et je pense qu'il doit sûrement exister ce genre de patron, donc jersey en colure américaine, sur d'autres créatrices, enfin sur d'autres sites de créatrices françaises, mais j'avoue que je sais pas pourquoi j'avais pris ça, mais je l'ai pris, donc maintenant on fait avec. Faut savoir que j'adore ce genre de haut et que j'en avais un seul que j'avais acheté dans le commerce avant, et il était crop. Et vraiment bah, c'était pas pratique parce qu'il remontait tout le temps, mais j'adorais la coupe, enfin la forme de ce genre de débardeur, et du coup vraiment j'avais à cœur bah, d'apprendre à m'en faire moi-même. Donc ce patron fonctionne quand même assez bien, vous inquiétez pas, c'est juste que pour des débutantes, je trouve qu'il est pas hyper bien expliqué. Après, qu'est-ce que je peux dire sur le patron? Alors, à chaque fois que je l'ai cousu, de base il m'allait pas, enfin au tout premier essayage, parce qu'en fait ça baillait au niveau des emmanchures, et vraiment c'était disgracieux. Donc en fait c'est un patron de base, je pense que si vous avez, enfin si ça tombe bien sur vous du premier coup, vous pouvez le faire en 2 heures max, vraiment. Sauf que bah, pas de chance, à chaque fois, c'est un peu de ma faute, parce que oui la première fois je me suis aperçue que ça m'allait pas, donc j'ai corrigé directement sur le tissu, enfin sur le projet final, mais en fait j'ai jamais pris le temps, et j'en ai fait 3, hein, et j'ai jamais pris le temps de reporter les problèmes que j'avais sur mon calque de patron, et du coup bah typiquement si je veux le refaire une 4e fois, bah, je sais que j'aurai
j'aurais les mêmes problèmes, mais ça c'est clairement de ma faute. Bon, à chaque fois du coup, j'ai fini par refaire les mêmes ajustements, c'est pas très grave, mais heureusement que c'est en jersey, parce que du coup le jersey a une marge d'erreur je trouve plus importante, et c'est pas hyper grave, enfin, on n'est pas au millimètre près. Et voilà pour cette quatrième pièce, ou plutôt cette quatrième pièce, et je vous laisse tout de suite avec quelques images portées des 3 débardeurs. Eh bien, si vous êtes resté jusqu'ici, franchement chapeau, parce que je suis consciente qu'on n'est pas sur le bilan couture le plus poussé de l'année 2025. Mais si vous êtes resté là, je suis très contente parce que la dernière pièce, que j'ai à vous montrer, c'est vraiment ma préférée de toute l'année. Je suis hyper contente d'avoir terminé sur ça, parce que pour le coup, c'est une cousette assez importante et difficile, et j'y ai passé du temps. Et en plus, je termine sur un résultat qui est au-delà de mes attentes. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter cette 5e et dernière cousette qui n'est autre qu'un manteau d'hiver, le manteau Bénédicte de Méthode Mathilde. Donc on a commencé avec du Méthode Mathilde et on finit par du Méthode Mathilde. Je trouve que la boucle est bouclée, j'adore. Je l'ai ramené à côté de moi quand même pour vous montrer au cas où des petits détails, mais de toute façon vous inquiétez pas parce qu'il y aura le rendu final après ma prise de parole. Donc concernant le manteau Bénédicte de Méthode Mathilde, déjà les informations pratico-pratiques, j'ai acheté ce patron 20 € en PDF, donc c'est quand même un sacré prix pour du PDF, mais en même temps c'est un sacré patron très bien travaillé, avec une vidéo explicative mais qui vous prend par la main et qui vous emmène pas à pas dans la confection du manteau. Donc rien à redire sur ça. On peut pas dire que c'est cher ou que c'est trop cher, parce que ça les vaut. J'aurais adoré, au moment où j'ai acheté le manteau, j'aurais adoré qu'elle sorte les pochettes. Mais je crois que les pochettes sont arrivées 1 ou 2 mois après que j'ai acheté le patron. Donc bon, ça c'est bien dommage. Après, au niveau du lainage que j'ai choisi, en fait c'est un cadeau, donc quand je dis c'est clairement ma maman, enfin mes parents d'ailleurs, qui m'ont offert le coupon de tissu pour mon anniversaire en septembre. Mais en même temps c'est moi qui ai passé commande, donc je me sens un petit peu impliquée dans le processus aussi. C'est moi qui ai choisi la couleur, le tissu, tout ça. Je savais que je voulais quand même au minimum 50% de laine dans la composition du tissu, et je trouve plus la fiche technique parce que le tissu n'est plus en vente. C'est un tissu que j'ai acheté sur le site My Little Coupon, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai pris, donc déjà en 3 mètres vous pouvez seulement réaliser la taille 34 et 36 du manteau. Techniquement, suivant le tableau détail, j'aurais été un 38, mais après je me suis bien documentée et elle avait quand même dit pas mal de fois que c'était pensé pour être un petit peu oversize, ce que je voulais pas forcément de base de toute façon. Donc je suis partie sur un 36. Il faut savoir que si vous avez un tissu à motif, genre par exemple à carreaux, et que vous voulez faire des raccords, là vous avez besoin de plus. Heureusement, moi c'est un tissu uni, donc j'ai fait avec les 3 mètres. En plus de ça, j'ai pas fait avec les 3 mètres, j'ai fait avec les 2,80 m que j'avais. Bon, je saurais jamais un petit peu le fin mot de l'histoire, mais en gros, quand j'ai reçu le coupon, je l'ai lavé. Je l'ai lavé en délicat, enfin vraiment le programme le plus délicat, la plus faible température, très peu d'essorage. Je l'ai lavé comme si je lavais mes manteaux. Donc fallait bien passer par là une première fois. Et après, j'ai essayé de placer les pièces que j'avais décalquées sur mon coupon de tissu. Et en fait, il n'y avait pas assez. Donc là, j'ai sorti le mètre et je me suis rendu compte que j'avais 2,80 m et non 3 mètres. Alors, je n'ai pas mesuré avant de laver. Donc, il y a une possibilité pour que le tissu ait rétréci au lavage.
Et je trouve quand même que de perdre 20 cm de longueur, c'est énorme. C'est vraiment énorme et sur le coup j'étais dévastée. Mais je vous jure, j'étais dévastée parce que j'avais prévu de me faire un manteau long qui m'arrive mi-mollet. Et les pièces que j'avais décalquées là et que j'avais posées et où il n'y en avait pas assez, c'est des pièces pour lesquelles j'avais déjà repris la stature. Donc j'avais déjà pris en compte que j'étais petite, qu'il fallait que je réduise un petit peu. Et même en réduisant, j'arrivais pas à avoir toutes mes pièces. Donc j'ai dû encore réduire. J'ai dû enlever 5 cm de longueur sur toutes les pièces devant et dos. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui sur le coup m'a pas mal démotivée, parce que déjà tout le processus est long. Donc c'est-à-dire que j'ai découpé 80 rectangles, que j'ai dû assembler 80 pages, et ensuite j'ai dû passer du temps à décalquer, parce que moi je coupe pas directement dans ce patron, les étapes de découpage aussi, les découpages de tissu, donc tissu principal et tissu doublure, surtout que le tissu doublure c'est un polyester. Dans mon premier manteau cousu main, j'avais utilisé de la viscose vraiment fluide, douce, c'était parfait. Et du coup ça faisait aucune électricité statique, c'était génial. Mais pour le coup là, j'avais pas le budget pour mettre beaucoup d'argent dans un tissu doublure. Donc j'ai pris un tissu polyester prévu pour la doublure, enfin prévu pour faire une doublure. Et du coup, rien que de découper dans le tissu principal, mais surtout découper dans le tissu doublure qui est hyper fuyant, et même en mettant, je sais pas, 20-30 épingles sur chaque pièce, ça bouge quand même, vous savez de quoi je parle, eh bien, ça m'a pris vraiment plusieurs après-midi, voire plusieurs journées. Et du coup, j'ai pas été hyper motivée dans la couture du manteau. J'étais motivée par la finalité, j'étais motivée d'avoir un nouveau manteau pour l'hiver, mais le motiver à coudre le manteau, j'avoue que ça a été un petit peu dur. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'étapes qui font peur. La toute première étape de confection du manteau, c'est quand même les poches raglans. Et donc en fait, la toute première étape, faut préparer ces poches et il faut couper dans votre tissu principal. Et je vous rappelle que j'avais 0 marge d'erreur parce qu'il me manquait du tissu. Techniquement, je devais en avoir 3 mètres et j'en avais 2,80 m. Donc, clairement, j'avais pas le choix, enfin, je pouvais pas me louper. Et ça, plus ça fait que j'allais vraiment lentement pour chaque étape parce que j'avais trop peur de me planter. Bref, parlons un petit peu calcul. J'en étais où? 20 € le patron PDF. Le coupon de lainage, donc avec, je pense bien 50 à 60% de laine et le reste de viscose ou polyester, je sais plus. Peut-être de viscose, hein. Je sais plus. J'ai plus accès à la fiche technique. Le coupon de 3 mètres, 89 € quand même. Il y a pas longtemps, il y a une collègue qui m'a demandé si c'était rentable. Est-ce qu'on peut dire que c'est rentable? Je pense que c'est rentable dans le sens où des pièces avec cette qualité de finition, la qualité des soins portés au manteau, tout ça, clairement le manteau dans le commerce, dans des petites entreprises ou des boutiques un peu haut de gamme, ça vaudrait beaucoup plus cher. Mais en tout, si je fais le calcul entier, je crois, et j'avais noté ça quelque part, on est... j'ai pas fait le calcul. Ah, attendez. On est déjà à 119,50 € et j'ai pas compté les fils. Donc voilà, est-ce que c'est rentable? Je sais pas. Je sais même pas si en tant que cliente prêt-à-porter, je mettrais ce prix dans un manteau. Non, parce que vraiment, moi, avant, même maintenant, c'est un petit peu différent du coup, je ne m'achetais pas de vêtements très chers, de marque ou quoi que ce soit, vraiment, j'ai pas été élevée comme ça. Et du coup, je m'habillais chez Kiabi ou Gémeaux ou Cache-Cache, La Halle, enfin ce genre de magasin. Et du coup, après, de ce que j'ai pu voir, les prix ont augmenté. Hein. Chez Cache-Cache, à Aubréal, peut y avoir des manteaux à plus de 100 €. Donc en soi, c'est peut-être pas si éloigné de la réalité. Mais non, après, voilà, c'est une passion, je regrette pas du tout. Puis en plus, c'est un cadeau, c'est un cadeau d'anniversaire, donc en soi, qu'est-ce que je vais pas me plaindre. Au niveau du processus couture en lui-même, je vous ai dit, on est vraiment accompagné très facilement, j'ai envie de dire, par les explications de Mathilde. Après, honnêtement, le tissu était très lourd, enfin très dense, et j'en ai pas eu conscience tout de suite. J'en
j'en ai eu conscience quand le corps du manteau a commencé à être assemblé et vraiment ça a commencé à faire son poids et là je me suis dit oula il va être très lourd et il est lourd. Heureusement ça ne se ressent pas excessivement comme quand je le porte, enfin il me tient chaud mais il me fait pas mal non plus, enfin c'est pas un poids à porter non plus. Mais donc vu que le tissu est lourd et épais, déjà que tous les nages est quand même un minimum épais, mais là d'autant plus, mais là je suis super contente d'avoir changé de machine à coudre en fait, parce que vraiment avec la Silvercrest, j'aurais pas pu rêver faire un tel projet. Et en fait, là, avec la nouvelle machine à coudre que j'ai, elle passe super bien les épaisseurs. Donc pour vous parler très rapidement de la nouvelle machine, c'est une Juki DX7. Vraiment, en début d'année 2025, je me suis renseignée pour une nouvelle machine à coudre. Elle me faisait beaucoup de l'œil et je voulais vraiment pas rater mes tenues pour le mariage de ma sœur. Enfin, ma tenue et celle de ma maman. En plus, de base, je m'étais dit que j'allais coudre un costume pour mon chéri. J'ai jamais cousu de costume. Bref, ça c'est une autre péripétie. Il n'y a pas eu de costume au final, enfin de cousu humain. On a été en acheter un et il était très beau dans son costume, donc c'est le principal. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus raté si moi je l'avais fait avec le peu d'expérience en tailleur que j'ai. Mais donc voilà, au moment où j'ai acheté la machine, là en mai, j'avais vraiment beaucoup de projets en tête et je savais qu'à la fin de l'année, je voudrais potentiellement me faire un nouveau manteau parce que je commençais à me lasser du premier manteau que j'ai cousu moi-même. Et du coup, j'ai pas mal fait de recherches sur les machines à coudre. Est-ce que j'allais me tourner vers Singer, Pfaff? Et en fait, j'ai vu que Apolline Pattern notamment avait ou a la machine Juki DX7. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu qui travaillait avec cette machine sur les influenceuses, sur les Instagrammeuses couture, potentiellement les youtubeuses couture, mais en France, il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression en tout cas. J'arrête pas de regarder ma machine à coudre, c'est pour ça. Mais elle est très belle. Mais du coup, j'ai commencé de plus en plus à entendre parler de la Juki DX7, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos de review, donc c'est des gens qui un petit peu disent en long en large en travers ce qu'ils pensent de la machine et elle m'avait l'air vraiment assez haut de gamme. Elle a le prix d'une haut de gamme, je l'ai payé plus de 1 800 €. Voilà. Je crois qu'elle est vendue à 1650 ou 1649 €. Mais j'ai été dans une petite boutique. En plus, le vendeur a pris 1h30 avec moi pour m'expliquer pas à pas un petit peu les fonctions principales de la machine. J'ai pu la tester, la prendre en main. Donc évidemment dans ce genre de boutique ça coûte plus cher et j'ai pas osé lui dire merci beaucoup, je vais l'acheter sur internet. Donc je l'ai payé un peu plus de 1 800 €. Je l'adore, elle est géniale. Et justement en cousant un projet comme le manteau, c'est là que je me suis rendu compte de à quel point elle était géniale. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Même si en soi j'ai cousu presque tous les vêtements sauf la blouse Armance, je les ai cousus sur cette machine. Donc déjà pourquoi elle est géniale typiquement pour coudre des tissus épais, plusieurs choses. Déjà je sais pas comment l'expliquer mais je crois qu'elle a le pied double entraînement ou du moins elle a une technologie qui fait que ça entraîne beaucoup plus. Elle a passé facilement 4-5 épaisseurs parce que au niveau du col il y a plein de pièces qui s'embriquent et du coup on arrive à un total de 5 épaisseurs je crois. Donc là vraiment j'ai un peu paniqué quand on est arrivé à cette étape là, mais pas à cause de la machine, plus à cause de la sensation que j'avais sur mon cou avant de cranter et aussi avant de poser la doublure qui du coup naturellement fait tomber fait retomber la partie du col vers le bas et fait que tout se place bien. Avant de faire ça honnêtement je l'ai posé sur moi et là j'avais l'impression que ça me sciait le cou. Mais si j'en reviens à la machine à coudre, franchement elle a passé les épaisseurs comme une championne, vraiment. Aussi, un truc que j'adore, mais vraiment j'en avais jamais entendu parler avant de faire des recherches pour une machine à coudre, mais la machine donc Juki DX7 a une genouillère. Du coup ça permet de soulever le pied presseur en bougeant votre genou, en tirant la genouillère qu'il y a, et de pouvoir surtout garder vos deux mains sur le tissu pour le bouger, pour le contrôler, pour le replacer s'il le faut. Donc ça vraiment c'est génial. Elle a plein de fonctionnalités aussi mais
d'un côté, il faudrait que moi aussi j'en fasse un petit peu une review, enfin une vidéo où j'en parle plus particulièrement. Et d'un autre côté, je suis loin d'avoir tout testé. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, mais j'ai pas fait tant de projets que ça, donc je pense que je reviendrai vers vous, mais quand même plus tard pour vous en parler en connaissance de cause. Donc voilà, la genouillère, maintenant je pourrais pas m'en passer, vraiment de base je me dis que ça allait être un gadget, mais pour le coup j'en suis amoureuse de cette genouillère. J'avais noté d'autres trucs aussi. Bah oui, les boutonnières automatiques. Donc là, on est sur quand même un manteau, un tissu assez épais, même de base, hein, sans parler de tissu lainage. J'ai jamais été très friande de faire des boutonnières, c'est toujours le stress. Enfin, en tout cas, avec la Silvercrest, c'est toujours un petit peu stressant. Est-ce que ça allait bien fonctionner ou pas? Là déjà, on a plein de choix de points, de formes de boutonnières. Je trouve que c'est génial. Ça fait du coup beaucoup plus soigné et beaucoup mieux fini. Donc ça j'adore. Ensuite elle est automatique. Donc moi j'étais habituée à tourner la molette 4 fois pour faire les petites largeurs et les petites longueurs. Là vous programmez la forme de boutonnière que vous souhaitez. Vous pensez bien à changer le pied de biche parce qu'il y a une espèce de pied de biche, mais alors j'ai jamais vu ça. Il est énorme et il faut le brancher à un côté de la machine. Enfin bref, un truc de dingue. Et donc vous avez ce pied de biche à mettre, vous avez les réglages à mettre sur le petit écran, parce que maintenant j'ai un écran, et, et du coup vous avez à préparer ça, et après ça le fait pour vous automatiquement, et ça c'est génial. Et je vous montrais sur des zooms un petit peu des plans rapprochés ce que ça donne. J'ai quand même mis la colle anti-effilochage, j'ai percé le trou avec un cutter à boutonnière, mais non, j'en suis super contente de ces boutonnières automatiques, et franchement je suis très contente d'avoir cette machine à l'appartement. Vraiment, c'est la petite addition là, de 2025. En cette fin d'année, là, avec la couture du manteau, ça m'a vraiment donné envie de la pousser, pas de la pousser plus loin, mais de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, de prendre sous le coude des projets un peu plus techniques, parce que du coup, j'ai plus de crainte à avoir, au moins en ce qui concerne ma machine. Bref, je parle énormément, je pense que le mieux c'est de vous laisser avec les images portées et de faire un dernier petit débrief après, et après je vous laisse tranquille parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Franchement, je m'en remets pas. Moi, je suis trop fan de ce manteau. Ça fait depuis du coup 2 semaines maintenant que je l'ai terminé. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais ça m'a pris 2 mois à le coudre. J'ai commencé à la fin des vacances de la Toussaint et je l'ai fini milieu des vacances de Noël. Donc ça m'a pris 2 mois pile poil, mais ça m'a pris un bon mois et demi. Et en fait, une chose que j'ai fait pour ce manteau, que je fais rarement, c'est que au lieu de me bloquer 2-3 jours pour coudre à fond le projet, là j'ai décidé que j'allais pas attendre d'être en vacances ou d'avoir un jour off ou férié pour le faire, ou d'être en week-end parce que les week-ends étaient super chargés. Non, tant pis, j'ai du coup vraiment décidé d'en faire un petit peu chaque jour, ou du moins quand je pouvais. Et mine de rien, petit à petit, le manteau a pris forme, donc je regrette pas d'avoir fait ça, même si ça a quand même un côté frustrant. Mais bon, j'y suis arrivée, donc sans regret. Et non, je l'adore, là ça fait 2 semaines que je l'ai et j'ai tellement de plaisir à le porter. Je suis super fière de terminer l'année sur un projet aussi ambitieux mais si réussi, et du coup ça me motive vraiment pour l'année 2026 à me replonger à fond dans la couture, parce que je revois ce que je suis capable de faire. Là j'en reprends vraiment conscience et je me dis que je peux plus me gâcher des mois là, une année entière à peu coudre comme ça, alors que j'y pense tout le temps, que j'en ai envie tout le temps. Tant pis, hein, tant pis pour les lignes, tant pis pour
pour la taille rêvée, hein. Comme je vous disais en début de vidéo, il faut que je me fasse plaisir et que je couse des projets qui me motivent à fond parce que je vais pas passer ma vie à me coudre des jupes élastiquées, des débardeurs jersey quoi. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à me dire quelle cousette vous a le plus plu. Si c'est pas le manteau, je comprends pas. Non, mais après, chacun ses goûts. J'aime beaucoup aussi la blouse. Et d'ailleurs, les deux cousettes que je préfère le plus, c'est les cousettes qui viennent de Patron Méthode Mathilde. Donc voilà. Encore une fois, je vous dis à quel point j'adore ce que la créatrice propose. Mais voilà, enfin moi clairement c'est le manteau, c'est mon coup de cœur. Je crois que je ne passe pas une journée sans dire à mon chéri que je suis fan de mon propre manteau. Je pense qu'il en a marre. Mais bon, c'est pas grave, je ne vais pas m'arrêter de le dire. Ça va me passer un jour, mais pas pour l'instant. Et bien voilà pour ce bilan couture 2025 qui aura été je pense bien trop long pour le peu de pièces que je vous ai présentées. Mais c'est pas grave, moi j'étais contente de vous parler de tout ça, de vous faire la rétrospective un petit peu de l'année en couture et j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à commenter et interagir, votre pièce préférée, des choses que j'aurais pu dire dans la vidéo sur lesquelles vous voulez rebondir, bah allez-y, c'est avec plaisir et surtout j'espère vous revoir très vite pour vous partager et pas juste à la fin de l'année 2026, vous partager au fur et à mesure mes projets et mes petites aventures couturesques. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, je l'espère.